Madame de Blois, est-ce que je Bonjour. peux savoir qu'est-ce que vous faites là? Là, je suis à faire de la tapisserie haute lisse. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça haute lisse? Ah, bon, ça, c'est que d'abord, disons que la haute lisse, c'est une technique qui est très, très, très ancienne. Ça nous vient de France. Puis c'est parce que la corde qu'on a placée pour faire notre travail, la corde est toujours placée en hauteur, où le travail qu'on fait, on le fait en travaillant sur un fil de chaîne qui est placé à verticale. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça haute lisse. Maintenant, le même travail, il peut se faire aussi. Là, ici, on travaille sur un cadre parce que c'est plus facile de pouvoir faire notre travail, puis c'est moins compliqué à transporter, puis on peut l'apporter n'importe où. Mais, par exemple, lorsqu'on fait des pièces beaucoup plus grandes ou encore lorsqu'on est chez soi puis qu'on est installé dans un atelier, bien, on a un métier spécialement pour ça. Comme le métier sur lequel on fait de la Catalogne, beaucoup de gens connaissent ce métier-là. Ça s'appelle le basse-lisse, mais nous autres, en tapisserie, on appelle ça le métier haute lisse. C'est quoi le principe du tissage? Ah, le principe du tissage, là, c'est qu'il s'agit de venir cacher notre corde de montage, parce que la corde, c'est la base. Ça peut être monté aussi avec autre chose, mais la vraie tapisserie française, on doit venir cacher la corde avec la laine. Alors, lorsqu'on vient tisser, à travers nos cordes, on tisse avec nos mains, puis à ce moment-là, on doit toujours venir cacher nos cordes. C'est ce qui différencie la véritable tapisserie de d'autres techniques de tissage. Avec quel matériau on sert? De la laine surtout? Disons que si on va avoir une pièce qui a de la valeur, puis une pièce qui va durer peut-être des 1000 ans sans être détériorée, bien, à ce moment-là, on va travailler avec de la laine. On peut travailler aussi avec toutes sortes de fibres parce que les pièces vont être bonnes parce qu'on peut travailler avec de la jute, avec du chanvre, avec du lin. Parce qu'actuellement, j'ai terminé une recherche sur le lin, puis ça fait des pièces qui sont tout à fait fantastiques, mais comme le lin est plus difficile à trouver ici au Québec, bien, on utilise surtout la laine, parce que c'est plus facile de trouver de la laine ou des fibres, de la douceur de la laine pour pouvoir faire ces pièces-là. Ensuite de ça, il y a le jeu de couleurs. Avec la laine, on peut avoir beaucoup, beaucoup de couleurs dans nos filatures québécoises. Alors, c'est facile de trouver cette fibre-là pour pouvoir faire le travail. Mais anciennement, quand tu faisais du tissage haute lisse, à quoi ça servait les pièces? Oh, bien, disons que si on remonte, par exemple, aux années 1800, là, au début de 1800, si on va, par exemple, chez Aubusson en France ou chez Gobelin, c'est des manufactures, c'est-à-dire que c'était des écoles du gouvernement français. Puis là, ils faisaient, eux autres, de la tapisserie avec du fil de soie. Puis c'était monté aussi, il y a beaucoup, beaucoup de pièces qui étaient montées avec de la pure soie. Mais aujourd'hui, évidemment, avec les temps modernes, l'évolution que ça a pris, bien là, on vient tisser avec des fibres un peu différentes. Ensuite de ça, ce qu'on appelle le grain de la tapisserie, là, c'est le petit flotté que la laine fait lorsqu'on travaille. Bien, c'est qu'aujourd'hui, on fait des choses beaucoup plus grotesques qu'est-ce que c'est qu'ils faisaient, parce que les autres, ils ont fait beaucoup, beaucoup de paysages ou encore de pièces avec des personnages. Alors, à ce moment-là, bien, au lieu d'avoir, comme nous autres, 8 cordes dans un pouce, bien, il y en avait peut-être 40 ou 50. Alors, le montage, c'était une corde très, très fine qui était aussi un fil de soie. Puis, il venait tisser avec un fil de soie. Après ça, bien, il y a eu, disons, une certaine relâche, là, vers au début des années 1900. Puis là, ils ont fait de la tapisserie, ce qu'on appelle, nous autres, du point de croix, sur canevas. Mais encore là, c'était toujours les manufactures Gobelin qui le faisaient. Puis depuis, l'URSA a commencé à peu près vers les années, peut-être 1930, là, à relancer la tapisserie haute lisse. Puis ça a pris un essor assez extraordinaire. Mais nous autres, ici au Québec, on n'est pas habitués à ça. Moi, je sais bien que ça fait à peu près 8 ans là, que je travaille beaucoup sur ça parce que je trouve que c'était pas assez connu. Puis à un moment donné, ben, j'ai dit, je vais l'enseigner. Puis je pense que au lieu d'avoir de l'équipement qui coûte un prix fou, ben, on s'organise avec peut-être 15 $, là. On s'organise pour faire une petite pièce puis apprendre la technique. Je pense Merci beaucoup. Bon, là, je vais expliquer là, comment on va arriver à faire une pièce de tapisserie haute lisse
avec une fibre, peu importe que ce soit de la corde, de la laine ou du synthétique. C'est qu'au départ, on a placé d'abord sur le cadre des cordes à différentes distances. Ici, on les a placées assez distancées parce qu'on veut faire une pièce avec de gros motifs puis avec beaucoup de relief. Lorsqu'on veut faire une pièce très fine, très délicate, on utilise une fibre qui va être fine puis qui va être beaucoup plus tassée. C'est-à-dire qu'au pouce, on va en placer 8, alors que là, on en a seulement 4 au pouce. Au point de vue matériel que je vais utiliser pour mon tissage, c'est que là, j'ai de la laine. Lorsque j'ai de la laine de différentes grosseurs, je vais commencer tout d'abord par balancer mes laines. Si je veux travailler avec une laine fine pour créer un effet délicat, bien, à ce moment-là, je vais pouvoir arriver à le faire avec des fibres de différentes grosseurs. Ici, là, je prépare des laines pour travailler toujours avec mes mains au lieu d'arriver et de travailler avec de l'équipement qui coûte déjà assez cher. Alors, si je prends cette laine-là ici, la façon de m'y prendre, c'est que je vais venir placer au départ la laine sur mon petit doigt, puis je viens faire un 8 avec ma laine. En faisant un 8 comme ça, on appelle ça se faire un papillon. Puis là, je viens couper ma laine, puis je l'attache ici dans le milieu. Alors, je l'enlève de sur mon doigt, puis la laine qu'il y avait au départ, si je tire dessus, c'est que mon papillon, il va se défaire sans jamais bouger. Alors, ça me permet d'avoir toujours en main quelque chose qui se tient bien. Lorsque je démarre mon tissage, généralement, lorsqu'on travaille la tapisserie haute lisse, c'est qu'on travaille toujours sur l'envers de notre pièce. L'envers est vers nous autres. Je commence à travailler soit d'un côté ou de l'autre, mais il y a une façon de le faire, c'est que je viens travailler, je tasse la première laine, puis je prends l'autre. Je tasse, puis je vais chercher celle d'en dessous. Alors, sur un sens, je fais ce qu'on appelle une croisée. Puis, je fais ce genre de travail-là jusqu'au bout. Puis, pour les premiers rangs, c'est pas tellement important que mon travail il soit bien tassé, parce qu'au fur et à mesure que je vais tisser, je vais venir placer mes fibres. Maintenant, lorsqu'on débute dans cette technique, c'est que normalement, on recommande à la personne de ne jamais prendre plus que 3 croisées ou 3 cordes sur son doigt. Ça, c'est pour garder une régularité au travail. Puis en même temps, c'est que si on a une erreur, on s'en aperçoit tout de suite quand notre travail débute. Tandis que si on en fait beaucoup du même coup, on arrive à la fin, puis on est encore pris devant un dilemme, c'est qu'on a des cordes qui sont irrégulières ou qui sont sautées. Lorsque je me suis rendue au bout du travail, pour revenir avec le cadre, l'avantage qu'on a, c'est que j'ai tout simplement à prendre mes laines qui sont sur le dessus du cadre, puis à passer ma trame. Parce que le brun que j'ai dans les mains actuellement, ça, on appelle ça la trame. Alors, je peux m'en aller comme ça jusqu'au bout, sans trop tasser. Puis après, lorsqu'on est chez soi à la maison ou qu'on n'a pas d'équipement adéquat, c'est qu'on peut utiliser une fourchette pour venir tasser notre travail. Et ça va faire la même chose qu'un peigne à tapisserie. Ici, je vais continuer avec la même couleur. Puis là, je vais essayer d'expliquer comment on peut arriver à faire des formes, des dessins ou à reproduire ce qu'on appelle un carton. Parce que lorsqu'on est lissieux, on fait faire un carton par un peintre ou par une personne qui est capable d'appliquer la couleur sur le carton. Puis à ce moment-là, on peut arriver à faire des choses qui sont tout à fait fantastiques, puis à reproduire exactement ce qu'on a dans l'idée. Maintenant, là, je vais retourner toujours avec la même laine, avec ma laine brune, puis je vais venir ajouter une laine de grosseur irrégulière. Alors, la laine que je vais ajouter, là, me rend jusqu'ici. Bon, je peux laisser ça en suspens. Là, je vais prendre une autre laine qui est irrégulière, parce que j'ai des bouts qui sont gros, j'en ai qui sont fins. Alors, j'essaie autant que possible de placer mes grosseurs à intervalles différents pour que ça donne, pour pouvoir faire mon tissage. Lorsque j'ai à partir une autre couleur ou pour faire une autre forme, je continue mon travail de la même façon. Alors ici, j'ai sorti ma laine brune.
si je devais continuer à travailler avec ma laine brune, j'irais tout simplement comme ça. Alors là, je continue toujours dans le même sens. Puis là, je vais venir démarrer avec cette laine-là qui est un petit peu plus grosse. J'en ai seulement une, puis après ça, il va venir s'en ajouter un deuxième brin qui va venir faire une tension irrégulière, mais qui va donner quand même un travail très, très, très joli parce que c'est une laine pâle avec des petites nervures de brun dedans. Lorsque j'ai des bouts, je les laisse vers moi parce que ici, ça va être le dos de ma pièce. Alors, je continue comme ça avec ma laine jusqu'à l'endroit où j'ai sorti mon autre couleur. Et je retourne dans l'autre sens. Maintenant, ça, c'est la façon qu'on utilise actuellement pour faire à peu près toutes les formes ou pour changer nos couleurs. Il y a une autre façon de le faire, mais c'est pas recommandé parce qu'on arrive à la fin d'une pièce puis on a des coutures à faire, tandis que là, en travaillant de cette façon-là, on va arriver à créer nos reliefs. Alors ici, je suis rendue à l'intersection de mes deux couleurs. Là, mon travail ici est rendu à la même hauteur. Alors, si je veux continuer, changer mes couleurs de place, alors j'ai tout simplement à continuer avec la laine que j'ai là, puis je vais arriver à faire des rentrées de couleurs qui vont être tout à fait fantastiques, puis je n'aurai absolument rien d'autre fait que toujours tisser mon même tissage. Maintenant, l'avantage d'avoir une pièce pour des murales, par exemple, des choses qui sont vues de loin, c'est que lorsque j'ai des laines irrégulières, lorsque mon montage est fait avec de la laine ou avec une grosse fibre, je peux arriver à me servir de la couleur de fond pour créer un effet de couleur, un changement de couleur, puis j'ai des choses qui restent quand même très, très, très intéressantes. Bon, là, je vais essayer d'expliquer un peu comment on arrive à faire du relief, toujours sur la même pièce, avec les mêmes laines, par exemple. C'est que lorsque je vais faire du relief, je le fais sur l'endroit de la pièce. Alors, à ce moment-là, je peux venir tourner sur une certaine quantité de cordes, puis en passant par-dessus, je peux arriver quand même à avoir des choses qui vont être faites absolument en relief pour donner un effet tout à fait différent à la pièce. Si je veux faire la même chose avec une fibre différente ou avec une fibre beaucoup plus grosse, je peux y arriver quand même à faire exactement la même chose, mais à ce moment-là, je devrais au préalable penser que mon travail devra être en proportion de la grosseur de la fibre que j'utiliserai. Lorsque j'ai fait du relief sur une certaine section, il faut absolument que je vienne faire exactement le même tissage de base, c'est-à-dire que je dois passer à l'intérieur de mes cordes et puis croiser sur l'autre sens, comme je faisais sur le sens envers. Maintenant, je peux faire ce qu'on appelle une duite en tapisserie. Ça représente un aller et un retour. C'est-à-dire que je vais m'en aller, par exemple, dans ce sens-là, puis je vais revenir. Ça va faire une duite. Parce qu'en tissage, il y a des techniques qui sont différentes, puis qui peuvent porter, par exemple, le même nom, puis ça veut signifier des choses différentes. Mais en tapisserie, une duite, c'est un aller puis un retour. Là, je vais prendre ici de la toison. La toison, cette toison-là, c'est tout simplement une laine qui a été très, très peu débarrassée de son corps gras, parce qu'elle est encore très, très huileuse. Ensuite de ça, elle a été débarrassée de beaucoup de ses impuretés, mais lui en reste encore. Elle est à l'état naturel. Alors, à ce moment-là, je peux venir faire quelque chose de bien joli avec. C'est que je vais m'organiser pour que mon travail reste quand même joli, mais que ça vienne donner quelque chose d'absolument différent. Puis je vais créer des reliefs absolument fantastiques avec des fibres qui sont absolument naturelles. Alors, je peux me permettre beaucoup de fantaisie avec ces fibres-là parce que c'est quelque chose qui restera toujours avec sa valeur, qui restera toujours très, très, très joli parce que c'est naturel. Alors, je peux arriver comme ça à faire une pièce qui va me donner des effets différents. Maintenant, lorsque j'ai placé du relief comme ça dans une pièce, c'est normal qu'à un moment donné, je vienne tisser ma pièce pour
que le travail que j'ai fait par-dessus reste là, puis qu'il y a quelque chose qui le tienne. Alors, à ce moment-là, je peux venir tout simplement tasser ma duite, là, que je vais faire. Puis c'est que ma duite qui est ici va me permettre de garder mon travail à l'état tel que je veux l'avoir. Parce que si je ne fais pas ça, puis qu'à un moment donné, en tirant sur la laine, qu'elle se défait, ce ne sera pas très, très intéressant d'avoir une pièce, puis que d'arriver à la fin, puis que ça se défait. Alors ça, c'est une des façons, disons, de faire du relief. Maintenant, c'est qu'avec le relief aussi, on peut arriver à produire des effets qui sont tout à fait fantastiques. Lorsqu'on veut faire des pièces avec ce qu'on appelle des bavures, ce sont de très grosses laines qui vont pendre, bien, on peut arriver à faire exactement la même chose avec des nœuds différents. Puis je pense que le relief dans une pièce, c'est quelque chose qui, quand il est bien étudié, qui est bien pensé, et avec un bon design, on va arriver à avoir quelque chose de pas mal fantastique. Là, vous travaillez sur l'endroit de la pièce. Là, actuellement, je travaille sur l'endroit de la pièce. Puis lorsque je n'ai pas de relief à faire, que j'ai uniquement du tissage de couleur à faire, je le fais sur l'envers, parce que lorsque je suis sur l'endroit, je ne peux pas me permettre, par exemple, de partir avec ma laine brune, puis de venir continuer comme ça. Parce que là, j'aurais une laine qui passerait par-dessus mes autres laines. Alors que lorsque je suis sur l'envers, je peux me permettre de faire ça, parce que c'est à l'envers de la pièce, ça ne paraît absolument pas sur le dessus. Alors, si j'envoie ma laine à l'envers, je tourne mon cadre de bord, je vais arriver ici, puis là, on va dire que j'ai décidé de partir ici avec ma laine brune pour m'en aller vers là. Bien, je peux partir comme ça, puis venir tisser avec ma laine brune sans que ça change absolument rien, puis ça ne paraîtra même pas sur le dessus. Alors, c'est pour ça que la plupart du temps, on travaille sur l'envers, sauf lorsqu'on fait du relief. Quand vous travaillez sur l'endroit, vous faites le point contraire que vous faites sur l'envers. Là, lorsque je travaille sur l'endroit, évidemment, on a une technique qui nous dit que lorsqu'on commence à travailler, on travaille du côté droit en allant chercher les laines d'en dessous. Alors, il est normal que lorsque je travaille sur l'endroit, bien, à ce moment-là, je vais prendre mes laines d'en dessous en m'en allant, par exemple, de gauche à droite. Puis, je vais travailler comme ça, de droite à gauche, pour que mon travail reste toujours sur le même sens. Mais lorsque j'ai une laine de fond qui est de couleur, je peux toujours me servir de ma laine de fond pour créer des effets à la verticale et ma laine de trame à l'horizontale. Alors ici, là, j'ai des laines qui vont être par-dessus. Alors ces laines-là vont rester absolument par-dessus pour venir créer un effet absolument différent. Maintenant, je peux aussi ajouter des très, très grosses fibres dans ma pièce. C'est qu'à un moment donné, je peux arriver, par exemple, puis faire ça comme ça pour qu'ils tiennent au départ. Puis je peux m'en venir ici, faire uniquement un genre de relief. Bon, maintenant, si je veux faire quelque chose qui est comme ça, il faudra à l'avance que je vienne tisser ici en dessous. Puis une fois que ça va être tissé, ça va être comme ça ici. Alors là, je viens puis je mets ça par-dessus. Alors, si par malheur, il arrivait quelque chose, que ma pièce soit brûlée, qu'il y ait une section ou qu'à un moment donné, je n'aime plus ça, cette fibre-là, si je l'enlève en dessous, j'ai toujours quelque chose qui reste tissé. Alors, je peux changer mon relief à volonté à ce moment-là. C'est toujours intéressant dans une pièce de pouvoir changer l'effet à l'occasion ou encore les couleurs. Parce qu'il y a des fois, on va trouver, il y a une fibre qui peut être du crin de cheval, qui peut être du poil de chameau, des choses comme ça. Puis je veux changer, à la place d'avoir de la toison, je vais avoir de mouton, je vais avoir autre chose, mais à ce moment-là, il est toujours possible de le changer. On est prêt, là? On a commencé. On a commencé? Bon. Là, ici, je vais expliquer comment on vient faire le cercle. Pour faire une forme ronde ou ovale, il faut faire l'extérieur de la forme jusqu'à la moitié de la hauteur. C'est qu'au départ, on prend une forme rigide, qui peut être soit du carton, du plastique, puis on vient placer notre forme sur les cordes, puis là, on vient faire l'extérieur de notre forme jusqu'à la moitié de la hauteur. Une fois que ça c'est fait, on peut enlever notre forme, puis là, on va venir remplir l'intérieur de la forme. Maintenant, dans cette forme-là, on peut faire toutes sortes de choses. On peut avoir tout un plan, rien qu'à l'intérieur du cercle, puis le reste, il peut être tissé absolument uni à l'extérieur. Pour commencer, on démarre dans la partie la plus basse du cercle.
Alors ici, on a une partie qui est dans le bas, qui est complètement à plat. Puis il y a une ligne de démarcation qui est faite, c'est-à-dire que toute cette partie-là va être faite d'une façon ou d'une couleur, puis le reste va être fait d'une autre façon. Maintenant, là, ici, je vais commencer de ce côté-là parce que le tissage est fait dans l'autre sens. Je reviens en faisant des crapauds. Alors, je passe en dessous de 3 cordes, en dessous de 3 cordes, puis en dessous de 3 cordes. Bon, entre ça, je viens faire une passée sur un sens. Je fais un retour, toujours en tissant comme vous avez fait depuis le début. Puis je continue en faisant des crapauds. 1, 2, 3. Je reprends la dernière, 3 cordes. 1, 2, 3. Puis là, ici, je vais venir faire la même chose, mais au lieu d'en avoir 3, je vais en avoir seulement 2. Parce que je ne peux pas aller plus haut. Je ne peux pas me permettre d'arriver là puis de monter comme ça le long. Parce que si je fais ça, mon tissage ne sera plus à l'horizontale. Puis ce qui va arriver, c'est que ça va bouger quand je vais enlever la tension sur mes cordes. Quand je vais enlever les cordes après le cadre, c'est que la pièce, elle va devenir croche vis-à-vis ça. Bon, là, j'ai fait mes crapauds en m'en allant comme ça. Quand je travaille dans ce sens-là, je viens croiser mes cordes. Je travaille avec les cordes d'en dessous. Alors, je m'en vais comme ça avec mes cordes. Je fais mon retour sur l'autre sens. Bon, mon retour étant fait, je vais venir continuer. C'est que je fais mes crapauds. 1, 2, 3. Alors là, je travaille à l'envers, mais mon relief va se faire sur l'endroit. Je passe toujours sur 3 cordes. Bon, là, maintenant, je suis rendue à la ligne que j'ai faite ici. Ça veut dire qu'à l'autre rang, quand je vais revenir, il ne faudra plus que je vienne sur cette corde-là. Parce que là, j'ai une ligne de démarcation qui m'empêche de continuer. Bon, sur ce sens-là, je travaille avec mes cordes de dessus. Là, je m'en vais avec mes cordes d'en dessous. Alors, je tourne avant. Alors, j'ai dit que je repartais sur cette corde-là. Je fais toujours mes crapauds. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, là, je pense que là, j'ai un bout de travail de fait, ce qui va me permettre de pouvoir aller travailler ici. Parce que je ne pouvais pas faire ça ici avant que ça ici se soit fait. Parce que ça, on appelle ça asseoir son travail. C'est qu'il faut toujours que lorsque je travaille, que mes points que je fais soient toujours placés sur quelque chose qui est déjà fait. Bon, là, ici, je vais prendre un autre mélange de laine. Puis là, je vais venir travailler ici. Alors, je vais partir comme ça. J'ai passé en dessous de 3. Alors là, sur ce sens-là, je retourne, puis je fais simplement croiser ma laine pour que ça se... Bon. Là, c'est que ici, là, je vais venir faire du relief, mais je veux que mon relief, il soit bien, bien, bien rempli. Alors, je m'en vais comme ça, à l'aveuglette, mais je n'irai pas, par exemple, faire un grand crapaud comme ça, OK? C'est passer comme ça, là, puis venir tourner là. Alors là, je m'organise pour venir tourner dans ma section, puis tout à l'heure, je vais venir passer tout droit. Puis là, je retourne, mais je m'organise pour ne pas tourner toujours sur les mêmes cordes. Parce que je le sais, la corde que j'ai tournée, elle est là, le rang avant. Alors, je vais aller tourner sur la corde suivante ou la corde précédente. Bon. Là, quand j'en ai quelques rangs de fait, bon, ben là, je vais m'en venir, puis je vais dire, bon, ben là, OK. Je fais un rang d'uni. Alors, je m'en vais comme ça en passant entre deux. Puis, je peux revenir en croisant mes cordes pour bloquer mon travail pour que ça se tienne bien, ça. Parce qu'il y a des cordes que je ne me trouve pas à prendre lorsque je fais mes crapauds. Bon, là, je repars ici. OK? Bon, là, je vais venir finir mon rang d'uni, là. Soyez pas surpris si je pars par en arrière. Bon, là, avec la même quantité de laine que j'avais tout à l'heure, je vais finir par défaire mon nœud en quelque part, là. Puis je vais m'organiser pour grossir ma laine pour faire ce qu'on appelle une tresse. Mais pour faire la tresse,
Bon, avec la même laine, mais là, je l'ai mis beaucoup plus grosse. J'ai mis double grosseur. À ce moment-là, je vais toujours continuer de venir faire les mêmes crapauds. C'est que là, je viens tourner sur 2 cordes au lieu de juste une, comme je faisais tout à l'heure. Bon, j'envoie mon bout de laine en arrière parce que je suis toujours sur l'endroit. Puis là, je vais continuer avec ma même quantité de laine à faire mes crapauds pour faire mon relief. Alors là, j'ai pas besoin de compter. Je fais ça pour que ce soit quand même assez lent. Puis je viens faire ma tresse. Là, je ne fais pas d'uni entre. Là, pour tourner, c'est que j'ai tourné sur ces 2 cordes-là. Le rang précédent, je le vois, c'est fait ici. Alors, je viens tourner sur les cordes précédentes pour que mon travail entre bien à l'intérieur. Ici, je fais la même chose. Puis ici aussi, je vais faire la même chose. Alors, à ce moment-là, ça me donne l'impression d'une tresse. Quand j'ai fait une tresse, parce que là, j'ai fait aller-retour, normalement, je me sers d'une laine un peu moins grosse. Je laisse ça là. Je prends une autre laine d'une autre grosseur. Puis là, je viens faire tout simplement un aller-retour avec une laine plus fine. Alors là, je vais pouvoir prendre une laine qui est plus fine. Puis je vais venir tisser avec ma laine. Ça, c'est pour qu'il y ait à un moment donné un joint qui empêche mes laines que je vais faire de passer une en dessous de l'autre. Parce que si je ne fais pas ça pour bloquer mes laines, ce qui c'est qui arrive, c'est que mon tissage s'en va l'un dans l'autre. Puis mes tresses, au lieu de rester bien distinctes, là, vont venir absolument différentes. C'est que là, on ne voit plus de dessin, on ne voit plus rien. Alors à ce moment-là, je laisse ma laine là. Je vais venir ici pour rester toujours au niveau. Je reviens ici en faisant ma tresse. Mais une tresse, c'est un crapaud, sauf que vous prenez 2 cordes au lieu d'une. Oui, ensuite de ça, il y a une différence aussi. C'est que lorsque je fais mon crapaud ordinaire, mon petit crapaud fin, je fais toujours aller-retour entre mes rangs de crapauds. Alors que là, c'est pas ça que je fais. Je fais toujours aller-retour en crapaud. Puis après ça, je viens faire du tissage uni entre. Alors, ce qui permet à mon tissage d'entrer à l'intérieur puis de faire exactement comme une tresse de cheveux. Ça me donne l'effet de quelque chose qui a été tressé plutôt que tissé. Bon, je pense que là, ça nous donne un peu une idée. Maintenant, je vais vous montrer, toujours avec la même laine, à faire des nœuds. C'est qu'à un moment donné, vous pouvez arriver à vouloir faire une pièce avec une très grosse fibre. Bon, là, je vais envoyer mon bout de laine en dessous. Je viens faire un nœud ordinaire. Bon, ça, quand on veut faire des arbres, c'est bien joli parce qu'on peut faire des arbres qui ce serait comme de l'écorce. Puis là, à ce moment-là, je viens faire un crapaud. OK? Je peux venir en faire un autre ici. Mais ça, on travaille tout le temps à l'endroit de l'ouvrage. Toujours à l'endroit pour voir l'effet que ça donne, puis pour l'avoir exactement à l'endroit où on le veut. Mais on travaille pareil comme ça, on travaille à l'envers. C'est pas différent. Sauf que tu mets... Oui, c'est ça. Alors, j'envoie mes bouts de fil, mes bouts de laine qui pendent, ben, je les envoie de l'autre côté. Tandis que si je viens, par exemple, là, avec la même grosseur de laine, admettons que je viendrais tisser comme ça, avec ma laine ici, là, ben, c'est qu'à un moment donné, je vois mes cordes, c'est pas joli. Si c'était une laine de couleur, ça pourrait faire parce que je pourrais me servir de la couleur de ma laine pour donner un effet. Mais là, c'est pas ça que je veux. Là, je veux que ce soit ma laine de travail qui vienne faire un motif. Puis, peu importe le point que je vais utiliser ici dans le travail, ça va toujours venir me donner mon cercle parce que mon cercle est déjà découpé à l'avance. Alors, je peux m'en venir puis faire tout mon intérieur parce que mon cercle a été découpé. Alors, je sais qu'à ce moment-là, je n'ai pas à être inquiet parce que mon cercle, il va être fait. Ici, bien, je peux envoyer mes bouts en dessous. Tiens. D'accord? Je pense que là, ça peut vous permettre de voir. Si, pour une raison ou pour une autre, là, il y a des laines comme ça sur l'endroit qui sont restées. OK? On la coupe, la laine, pour l'envoie en dessous. Parce qu'il ne faut pas qu'on aille debout sur l'endroit. Alors, on envoie notre laine en dessous. Puis on vient l'attacher, faire un nœud. Je pense que ça, pour le cercle, ça va vous permettre un peu en même temps, tout en voyant la différente grosseur de pointe. Maintenant, c'est joli avec un relief comme ça dans votre cercle, de prévoir à un moment donné une belle pointe unie comme ça, de tissage uni qui vient entrer à l'intérieur.
Il y a d'autres points de relief qu'on peut apprendre, mais je pense qu'à un moment donné, il y a, dans un autre stage, là, vous pourrez apprendre d'autres points de fantaisie qui ne font pas nécessairement partie de la tapisserie, mais qui sont dans le tissage et qu'on peut appliquer sur notre technique de tapisserie. Ça va? Est-ce que c'est la même chose si on prendrait de la toison, de la laine pure, là, on ferait-tu... Bon, avec la toison, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on vient travailler avec de la toison, on sait que la fibre n'est pas rigide. Alors, à ce moment-là, lorsqu'on l'utilise, il faut toujours lui donner une légère torsion. En lui donnant une légère torsion, c'est qu'à ce moment-là, elle est déjà tordue. Puis quand on vient la placer là, on peut la prendre puis tirer dessus, elle va se tenir. Mais si on prend de la toison pour la passer comme ça entre les cordes puis qu'on lui donne aucune torsion, c'est qu'à un moment donné, ça va se défaire. Alors, la pièce devient avec une partie large, avec une partie qui ne peut pas servir. Alors ici, j'ai de la toison qui n'est pas cardée. Alors, je peux, à ce moment-là, simplement arriver à l'échiffer un petit peu avec mes mains. Quand on n'a pas de corde, on peut le faire avec nos mains. Puis là, je vais la rouler. Puis si je viens faire simplement ça avec, c'est impensable que je puisse casser ça. Ça ne se cassera pas. OK? Alors, je peux venir, par exemple, tisser ma laine. Là, j'en ai pas bien là. Mais je peux arriver comme ça, la tisser. Puis là, je peux simplement prendre une corde, tourner mon bout sur une corde, il va tenir. Ici, je vais faire la même chose. Je vais le tourner sur une corde, mon bout va tenir. Puis je sais que je peux avoir quand même une très belle partie de toison. La corde paraîtra pas? Ici, la corde, elle va s'effacer parce qu'elle va, la toison va venir la cacher. Aussitôt que tu tires dessus, la toison va venir cacher la corde. OK? Je pense que ça peut aller pour le cercle. C'est parti? Ben oui.